Salut Alex, comment ça va? Ça va super, toi? Yes, super. Écoute, content de faire ça avec toi. Ça va être intéressant parce que ça fait quelques années que toi, tu es dans le marché de la crypto. Moi, j'ai toujours plus été impliqué dans les stocks puis les devises, mais c'est quand même des marchés qui ont certaines similitudes, là. Exemple, il y a les taux d'intérêt qui continuent de monter aux États-Unis, ce qui affecte beaucoup les stocks puis le prix de l'or, parce que ça rend les actifs plus chers à acheter pour les investisseurs étrangers. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les gros joueurs vont investir dans les marchés. Ils vont faire ça en faisant des prêts en collatéral avec leurs actifs pour investir. Donc, si les taux d'intérêt sont plus élevés, leur coût d'investissement va être plus élevé aussi. Alors, ça va diminuer la demande, puis souvent les prix vont baisser. Mais toi, qui est plus dans le marché là, de la crypto puis du Bitcoin, tu vois-tu un impact similaire, par exemple, ou un peu moins avec ce que la Fed va prendre comme décision aux États-Unis? C'est sûr que je crois que ça a un impact. Moi, étant dans la crypto depuis 2016-2017, au début, on s'entend quand j'ai commencé, je checkais pas vraiment le côté fondamental, ni le côté technique. C'était plus du spéculation long terme. Après Ouais. ça, tu recommences à regarder un petit peu des deux. Je te dirais que côté fondamental, je m'y penche un petit peu moins parce qu'en ce moment, avec la crypto, bon, on s'entend autre que Bitcoin, le reste, ça se trade un petit peu comme des penny stocks. Là. Tout ce qui est altcoins, généralement, ça se trade très bien comme des penny stocks. Donc, oui, ça a un impact. Par contre, moi, au niveau de ma stratégie, je le regarde peu parce que je suis plus un gars de technical qu'un gars de fondamental. Mais c'est sûr qu'au niveau au niveau exemple de tous les taux d'intérêt, tout ça, c'est sûr, ça a un impact. Maintenant, on regarde un petit peu dans les dernières journées, l'or a très, très bien réagi à l'annonce de la guerre et tout ça. Puis on regarde au niveau Bitcoin, il n'y a rien qui s'est passé depuis une semaine. Fait qu'il y a une corrélation, mais il y a des endroits où ce que Bitcoin va juste pas réagir, où ce que Gold va réagir. Fait que c'est là où ce que moi, je suis plus un gars de technique qu'un gars de fondamental. Ouais, c'est ça, ça fait du sens. C'est sûr que la crypto va peut-être des fois un peu moins réagir au niveau fondamental. Il y a peut-être un peu moins de fondamental dans la crypto. Ouais. Ça, c'est un point important. Là. On fait cette conversation-là aujourd'hui, mais ce matin, l'or a extrêmement bien réagi, comme tu dis, à la guerre. Mais souvent, toutes les instabilités qu'il va y avoir dans le monde, l'or va prendre énormément de valeur. Puis des fois, je pense, dans les dernières années, là, justement, le Bitcoin, des fois, il a agi un peu en or digital. Donc, il agit un peu comme une safe haven. Puis des fois, il le fait un peu moins, c'est ça? Tu sais, si je regarde un peu, là. Ouais. Ben, moi, je pense que, tu sais, il y a beaucoup des oui-dire que le Bitcoin, c'est une valeur refuge. Moi, je vais contredire ça sur cette vidéo-là en disant qu'en ce moment, je pense que Bitcoin est plus comme un risky asset. Il y en a beaucoup qui disent que c'est une valeur refuge. Je suis d'accord, si on regarde les 9-10 dernières années, Bitcoin, peu importe où tu l'as acheté, tu as été profitable. Par contre, je crois que les volatilités qu'on a vécues de Bitcoin partir de 1500$ à 19 000 en 6 mois, comme moi j'ai commencé en 2017, je pense pas qu'on va revivre des phénomènes comme ça, de voir des 1000% en 6 mois, des histoires comme ça. Tu peux les revoir dans certains altcoins qui vont pump and dump parce qu'il n'y a pas de volume, mais de faire passer de Bitcoin de 30 000 à 300 000 aujourd'hui, ça prend beaucoup plus de volume que de 1000 à 20 000. Fait que je pense que oui, c'était une valeur refuge dans le temps où ce que peu importe où tu l'achetais, tu allais être profitable. Maintenant, je pense que de plus en plus, il va gagner de la slash entre parenthèses stabilité ou ce qui va se trader un petit peu plus comme l'or avec plus de volume. Mais de là à dire aujourd'hui que c'est un safe haven, moi je regarde Bitcoin qui est parti 69 000 au début de l'année à l'année dernière à 15 000. Je me dis, c'est loin d'être un safe haven. Tu comprends? Une drop de 76% comme ça, 75%, c'est loin d'être un safe haven. Fait que je pense qu'en ce moment, Bitcoin se trade beaucoup plus comme un risky asset pour l'instant qu'autre chose. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai, je pense que tu as raison à ce niveau-là. Puis ton style d'investisseur en général, je sais que tu fais beaucoup de day trading dans la crypto, mais tu vas holder des cryptos aussi à long terme. Comment tu décrirais ton style Je suis plus un comme ta swing trader, stratégie moi. un peu? Je suis plus un Ouais. swing trader. J'ai commencé à scalp un petit peu le gold dernièrement. Je suis pas encore un expert du day trading puis du scalping. Je maîtrise vraiment bien le swing trading. J'ai essayé les deux. Moi, j'ai commencé en day trader, puis vraiment faire du scalp. Puis honnêtement, j'ai réalisé que c'était juste pas pour moi, cette volatilité-là de news de ouverture de marché New York, nanana, tout ça. Je l'ai testé dans les débuts quand j'ai commencé, puis j'ai vraiment, ça a pas été pour moi. Puis j'ai vraiment aimé le swing où ce que je me positionne. Puis ensuite de ça, ben, ça me permet d'opérer ma business puis qu'est-ce que j'ai à faire à tous les jours sans avoir le stress de faire du in and out, tout ça. Fait que je fais juste me positionner, stop loss, prise de profit. Puis des fois, des trades peuvent durer 1-2 semaines. Comme là, je suis en short sur XRP à
à 54 cents, ça fait 2 semaines que je suis dans le trade. T'sais. Fait que juste pas stressé, break-even stop loss, je le laisse rouler jusqu'à 40 cents, c'est mon point de sortie. Fait que moi, ça, c'est mon genre de trading, de plus faire du swing sur des fois des swings qui vont durer 2-3 semaines. Maintenant, ma stratégie, moi, c'est que je vais trader les gros large cap en swing. Parce que de trader, comme j'ai dit tantôt, les petits altcoins, hein, ça se trade comme des penny stocks. Tu peux arriver une news d'un matin, je veux dire, c'est extrêmement manipulé. Ça se trade pas comme les autres marchés. Puis souvent, c'est ça. Les owners de ces coins-là vont faire beaucoup de marketing pour pomper le asset, puis ensuite de ça, domper ça dans la face des petits investisseurs qui connaissent pas vraiment la game. Fait que pour moi, il y a des news que tu peux pas vraiment. C'est dur à trader des petits altcoins, puis très volatiles. Puis pour moi, avec quelqu'un qui a pas beaucoup de capital, je pense que c'est bien de pouvoir peut-être essayer des choses comme ça parce que justement, tu peux générer plus de pourcentage. Mais quand tu es rendu avec un gros capital, pour moi en ce moment, ce que j'enseigne un petit peu aussi, c'est t'aimes-tu mieux être bon dans plein de sports ou t'es excellent dans un sport? Puis moi, ben, au départ, j'ai essayé d'être bon dans tout. Puis c'est comme ça un petit peu, je me suis planté en scalping à essayer de faire ça avec des petits altcoins. Puis pour moi, en ce moment, j'essaye tout le temps de rester dans les large cap. Bon, Bitcoin, Ethereum, XRP, je le trade en ce moment parce qu'il y a la news de la SEC puis tout ça, fait qu'il y a beaucoup de volatilité, sinon je le trade pas. Fait que je te dirais qu'en ce moment, là, mon plan, c'est de swinguer 2-3 paires de trading. Puis ensuite de ça, le profit généré par mes swings, ben là, je prends un petit pourcentage de ça, puis je vais le risquer dans des altcoins, shitcoins, appelle-les comme tu veux, là, des petits gaming tokens qui ont le potentiel de faire des 20x, 30x dans le prochain bull run. Je vais mettre un petit peu d'argent dans chaque en faisant un petit peu de fondamental puis de recherche technique. Mais c'est vraiment du fuck you money. Là. Vraiment de l'argent que je suis prêt à perdre. Mais le profit généré par toujours mes 3 bonnes paires de trading que je swing. Je comprends. Fait que c'est intéressant parce que moi aussi, je fais beaucoup plus du trading institutionnel. Là. Fait que je fais vraiment plus de swing trading. Un peu comme toi, j'ai fait un peu tout. J'ai essayé le scalping, j'ai essayé le day trading. Mais c'est vraiment plus le swing trading qui me rejoint. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le Forex puis dans les stocks, les swing trading, faut vraiment plus que tu aies une idée fondamentale de baser. Mais toi, ça a l'air d'être un peu différent dans la crypto parce qu'il y a peut-être un peu moins de fondamental. Là. Fait que tu dirais que c'est quoi? C'est comme 10% fondamental, 90% technique, même si c'est des gros swing trading que tu vas faire de 2-3 semaines. Ben, moi, je pense que les deux sont importants à regarder. Moi, j'ai développé une stratégie que c'est plus technique. Maintenant, Bitcoin, c'est sûr que il suit un petit peu l'or, il suit un petit peu le S&P, le Nasdaq, un petit peu moins depuis qu'on est reparti à la hausse un petit peu pour le Nasdaq et tout ça. Bitcoin a moins suivi, mais quand même, il y a une certaine corrélation. Moi, je te dirais qu'en ce moment, j'étais à peu près 80, ouais, 90-10, c'était peut-être pas mal d'un chiffre au niveau technique fondamental. Les altcoins, pas vraiment de fondamental. Honnêtement, quand tu trades des altcoins, c'est littéralement des fake news, souvent style XRP qui gagne la SSC, XRP qui gagne contre la SSC, puis finalement, ça pompe à 94 cents pour redescendre à 40 cents. Tu vois, c'est de la manipulation de marché. Après ça, tu vois l'Ethereum qui passe de proof of work à proof of stake. Tout le monde est excité que ça change de manière de miner, la manière qu'Ethereum est miné. Puis là, tout d'un coup, il y a eu la news, puis Bitcoin, Ethereum qui passe de, je pense qu'il était à 2005 à 1300$, quelque chose comme ça dans ces moments-là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de manipulation de marché dans tout ce qui est autre que Bitcoin. Je pense que Bitcoin, il y a beaucoup moins de nouvelles par rapport à Bitcoin fondamentalement, parce qu'il n'y a pas de owner, tu sais. Fait que, mettons, XRP a des owners, il peut avoir des nouvelles. Telcoin, gaming token, peut avoir des nouvelles parce qu'il y a du marketing derrière Bitcoin. Il n'y a pas d'owner, fait qu'il y a peu de nouvelles de Bitcoin qui peuvent impacter le prix de Bitcoin. Fait que je pense que Bitcoin, il faut que tu regardes plus les fondamentaux externes, des taux d'intérêt, etc. Tout ce qui est altcoins va suivre généralement Bitcoin. Fait qu'il peut y avoir des petits moments, puis ça varie, style, justement, comme tu te dis, il y a une news d'un gaming token qui lance un nouveau jeu, puis là, il y a du hype autour de ça. Mais généralement, c'est que le prix va se repositionner à travers quelques jours. Fait que moi, ce que j'essaie le moins possible en swing, c'est de trader les journées comme un matin. Là. On s'entend, là. Fait que je trade pas des journées de grosses news. Fait que cette semaine, ça a été plein de news. Fait que généralement, en swing, j'essaie d'éviter de me positionner à travers ces journées-là. Puis ensuite de ça, Bitcoin, ben, je regarde mes gros niveaux de support, mes gros niveaux de résistance, puis j'ai une stratégie à l'interne qu'on coach que. Mais 90% technique, si ça répond bien à ta question. Ouais, je comprends. Ok, c'est intéressant. Mais c'est vraiment. Tu sais, justement, ce qui est intéressant avec la crypto, c'est que c'est un marché encore super jeune. Là. Tu sais, ça a un peu plus que 10 ans, mais
pas beaucoup plus, tu sais, comparativement au stock market on a des dizaines d'années d'historique, là. Fait que, Ouais. tu sais, toi qui as vraiment vu ça évoluer de proche dans les dernières années, moi, j'étais plus dans le Forex et la crypto, mais tu as vraiment vu ce marché-là évoluer comme un nouveau marché. Qu'est-ce que tu dirais que tu as appris le plus en regardant un nouveau marché comme ça évoluer depuis le début? C'est une bonne question. Ben, écoute, au départ, premièrement, c'est de se rendre compte que tu sais, je pense qu'en ce moment, on est un petit peu dans la version dot-com bubble des années 2000 des tech stocks dans la crypto, où ce que, bon, dot-com bubble, on a vu des Apple, des Microsoft sortir du lot, puis vraiment comme devenir des grosses compagnies, puis solides aujourd'hui. Où ce que ça a été vraiment, il y en a qui ont fait une fortune à investir dans les débuts de ça. En ce moment, dans la crypto, je vois un petit peu ce phénomène-là où ce que, tu sais, en 2016-2017, on regardait un petit peu CoinMarketCap, puis il y avait 6, 7, 8 000 cryptos disponibles sur le marché. Puis là, Ouais, je c'est me rendu rappelle une de ça. histoire. Ouais, c'était comme une affaire de même. Puis il y avait des ICO, il y avait des nouveaux qui se lançaient, tout ça, mais aujourd'hui, il est rendu comme 25-26 000 cryptos, tu sais. Puis c'est comme rendu des ICO puis des nouvelles cryptos qui se lancent, il y en a constamment. Fait que je pense que qu'est-ce que j'ai appris de ça, c'est vraiment de tout le temps stick aux grosses cryptos qui ont vraiment un impact futur ou ce que c'est correct de vouloir search le quick buck en partant faire des pourcentages sur les altcoins, mais de vraiment comprendre que ceux qui vont être là sur le long terme, c'est qui ont vraiment comme un impact technologique sur notre monde. Puis honnêtement, les vrais cryptos que je crois qui vont être là encore dans 5 à 10 ans, il n'y en a pas beaucoup. T'sais. Fait que, si vous croyez à la technologie de Bitcoin ou quoi que ce soit, ben ça, c'est un. Sans dire que c'est un sure heaven, je pense que c'est pas mal la crypto qu'on va voir encore dans 10 ans qui va être là. Maintenant, toutes les petites cryptos, ça se trade, mais de là à holder des coins comme ça j'ai appris à mes dépens en 2016-2017. J'ai acheté mes premiers bitcoins à 2000, puis après ça, il est monté à 5000, puis je le trouvais cher. Tu sais, dans ce temps-là, tu te dis, tabarouette, il a fait littéralement comme 200%. Fait qu'il est rendu cher à 5000 aujourd'hui. Tu te dis, comme tout le monde rêve d'avoir un Bitcoin à 5000, mais dans ce temps-là, c'est comme aujourd'hui, le Bitcoin qui passe de 20 à 50 000. C'est comme la personne, elle veut plus l'acheter à 50, elle attend qu'il retrace ou quoi que ce soit. Bref, moi, c'était ça ma psychologie dans ce temps-là. Fait qu'au lieu d'acheter du Bitcoin à 5000 ou des portions de Bitcoin, j'ai commencé à acheter des petits tokens dans les cents, dans les 2 cents. Puis j'étais comme, ah, ils sont moins chers. Il y a moins de volume. Fait que si ça pompe, ben, Colin, ça va être plus payant, tu sais. Puis au C'est ça. contraire, j'ai mis 500$ dans ce temps-là qui aurait pu être 0,1 Bitcoin dans des affaires de même, qu'aujourd'hui ça vaut 17 cents, 30 cents. Puis je peux même plus le vendre parce que les frais de transfert sont plus chers que ce qui me reste dans le portefeuille, tu sais. Fait que qu'est-ce que j'ai appris, c'est justement contrôler ses émotions, devenir excellent dans un sport qui est Bitcoin au lieu de s'orienter dans 42 coins que tu veux aller chercher le 100x que tu vois sur YouTube. Fait que ça c'est quelque chose que moi ça m'a coûté cher puis qu'aujourd'hui ben j'enseigne puis que je peux mettre en place dans ma stratégie. Fait que ça, puis au niveau aussi fondamental, tu sais, il y a peu de choses qu'on entend parler au niveau des cryptos que c'est réel, tu sais. Si on regarde tout ce qui vaut, toutes les nouvelles, hein, c'est beaucoup de manipulation de marché. Puis je pense que c'est un petit peu la même chose aussi dans le monde traditionnel, mais encore plus dans le monde des cryptos, parce que selon moi, il n'y a pas de régulation, fait que les gens peuvent dire un petit peu n'importe quoi. Puis en plus de ça, si on regarde au niveau le 4-year cycle, bon, tu sais, ça c'est une autre affaire qu'on entend parler souvent. Moi, je suis vraiment curieux de savoir comment va réagir ce 4-year cycle-là, parce que, tu sais, tu regardes, quand t'as un trend, qu'à un moment donné, les gens ils s'habituent puis ça devient trop obvious, c'est là généralement que le trend se casse puis que les gens sont surpris de comme, oh, ok, à chaque 4 ans, Bitcoin pognait un bottom puis là, après ça, il repartait vers un new high, tu sais. Puis C'est là, ça. c'est là que moi, je commence à penser un peu différent de la masse. De tout le monde est habitué d'avoir comme un Fourier cycle de comme, OK, il y a le halving, fait que là, après le halving, le Bitcoin descend là, puis là, il repart à un nouveau high, tout ça. Puis c'est comme, en ce moment, je pense que c'est trop obvious que Bitcoin, à chaque 4 ans, va faire un halving, nouveau high, tout ça. Fait que je pense qu'éventuellement, il va y avoir un bris de tendance de ce fameux halving. Je pense pas que le halving, c'est mauvais. Je pense qu'il va y avoir quand même une pompe, mais de là à dire qu'à chaque 4 ans, tu as des nouveaux highs, moi, je pense que les gens dans la crypto se sont fait un petit peu vendre l'idée que c'était comme ça que ça fonctionne, mais en réalité, si on regarde sur un plus gros time frame un petit peu, moi, je regarde plus au niveau des crises économiques de qu'est-ce qui s'est passé depuis 2008. Bitcoin, S&P, Nasdaq a été sur un gros uptrend depuis 2009. Fait que sans, tu sais, le halving, je pense qu'il y a un impact, mais de là à vraiment pousser le prix vers un nouveau high, je ne crois pas. Donc, je crois personnellement qu'on était vraiment sur une bulle depuis 2009, où ce que là, je pense personnellement que cette bulle-là peut péter. Puis, quand on parlait tantôt de valeur refuge par rapport à Bitcoin, puis tu disais, tu as été là depuis 10 ans, puis tout ça, ben justement, je pense que
Si tu regardes l'or, il y a du data de plusieurs décennies. Si tu regardes le S&P, il y a C'est du data ça. de plusieurs décennies. Bitcoin n'a pas ça. Fait que, tu sais, les gens vont regarder le data sur 4 ans, ils vont dire ah, Bitcoin, c'est des cycles de 4 ans. Ouais, mais à un moment donné, un trend, c'est fait pour être brisé. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, c'est trop obvious que les gens vont s'installer aux 4 ans puis ça va repomper à chaque fois. Non, je crois pas. Éventuellement, il va y C'est avoir des ça. market Ouais. makers qui vont virer le chapitre puis il va y avoir d'autres choses qui vont se passer. Moi, je pense que c'est peut-être cette année que le trend va se briser. Ou ce que là, tout le monde s'attend à ce qu'on reparte vers 100 000 dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, je pense que avant de voir un new high pour Bitcoin, on va devoir vraiment repositionner la situation économique qu'on a là en ce moment parce que le marché en ce moment n'est pas risk-on. Okay? Ça, c'est sûr à 100%. Je pense qu'avec tout ce qui se passe, on le voit, le taux d'intérêt dans le plafond, tout ça. Je pense qu'avant de revoir un nouveau high pour Bitcoin, on peut s'attendre peut-être à 5-10 ans. Ça, c'est le genre de chiffre que moi, je m'attends personnellement, que je ne crois pas qu'on va aller rechercher un nouveau all-time high de sitôt. Puis le 4-year Ok. cycle, le halving, c'est des choses que c'est 10 ans de data, on n'a pas 100 ans de data. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans. C'est ça, c'est intéressant. Puis c'est un bon point, ça, parce que comme que c'est un marché qui est encore très jeune, comme tu dis, il y a peut-être un 8-10 ans d'historique, comparativement aux stocks, qu'on a plus qu'une centaine d'années là, tu sais, de patterns qui se sont répétés, etc. Puis souvent, tu sais, les gens qui vont trader la crypto, on va se le dire, en général, c'est comme le premier marché qu'ils ont tradé en général dans leur vie, tu sais. Ouais, Fait que 10 ans, peut-être pour certaines personnes, ça peut paraître beaucoup, mais ça l'est vraiment pas dans n'importe quel autre marché financier. Fait que, comme que tu dis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlent d'un pattern de 4 ans, mais qui s'est juste répété 2 fois jusqu'à date. Fait que 2 fois, c'est pas beaucoup. Puis les market makers, les gens qui vont vraiment faire bouger ces marchés-là, qui vont holder le plus de Bitcoin, on s'entend qu'ils savent qu'est-ce que un peu les retail traders vont, ouais. vont parler, vont penser, ça va être quoi leur sentiment à eux. Fait que si tout le monde dit que c'est ça qui va arriver, probablement qu'en général, ça va être le contraire. C'est ça. C'est ça qu'il faut regarder. C'est pour ça que je suis bien curieux de voir. Il y a beaucoup de gens, c'est ça, ils parlent du halving, tout ça. Je serais vraiment curieux de Ouais. voir si on niaise pas sideways pendant une couple d'années, puis peut-être même descendre plus bas, question de créer vraiment comme un panique générale. Le monde s'attendait pas à ça, tu sais, faire quelque chose qu'on n'a jamais vu. Moi, je pense Ouais. que, comme je dis, un trend, c'est fait pour être brisé, puis mettons que je suis prêt à. Si ce trend-là est brisé, j'ai de la liquidité, je suis prêt pour acheter plus bas. Ça, c'est clair. Fait que tu vas juste te positionner puis tu vas être prêt pour acheter encore du Bitcoin plus bas. Bitcoin, Ethereum, XRP, tu parlais d'XRP tantôt un peu. C'est à peu près c'est-tu les trois que tu vas regarder le plus. Ouais, dans le fond, tu sais, si on regarde avec ma liquidité personnelle, je regarde beaucoup Bitcoin, Ethereum et XRP. XRP, encore une fois, j'en achète plus beaucoup. J'en ai acheté dans des zones autour de 32-33 cents depuis le début de l'année, fait que des belles zones critiques de support. J'en rachète pas en ce moment. Maintenant, Bitcoin, j'en ai acheté à 19 à 23. J'ai pas hit the perfect bottom comme plusieurs pensent ou quoi que ce soit. Là. Fait que 19-23, j'avais des positions à 14 000, à 10 000, à 8 000 qui n'ont jamais été filled. Comme je te dis, ça, c'est mes zones. S'il arrive quoi que ce soit, puis que on va plus bas, puis qu'il y a quelque chose de majeur, pour moi, ça, c'est les zones où j'ai des positions d'achat. Maintenant, est-ce qu'ils vont se faire hit? I don't know. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins, j'ai un pied dans le boat. T'sais, j'ai 19, 23, fait que j'ai quand même relativement des bonnes positions. Puis après ça, ben, je suis prêt à justement comme DCA, puis à amener ma moyenne à la baisse si on va plus bas. Ethereum, je suis un petit peu un moins grand fan, honnêtement, c'est parce que je veux dire, ton pourcentage est pas, tu sais, de là à risquer vers quelque chose qui a le owner, comme je suis un peu plus vers Bitcoin, c'est pas 100% décentralisé comme le monde y pense parce que tu as quand même la blockchain puis tu vois le data, mais ça reste que je suis plus vraiment pas tout à fait un Bitcoin maximaliste parce que j'ai certains altcoins, mais je vais être plus porté à avoir un portefeuille qui est à peu près 75% Bitcoin. Après ça, j'ai un petit pourcentage Ethereum, altcoins. Fait que je te dirais que 75% Bitcoin. 75% de Bitcoin, puis Ouais. un peu de XRP, puis des fois tu vas. Tu regardes ça encore des ICO, tu vas regarder quand même des nouveaux projets technologiques qui vont arriver dans la crypto ou un peu moins Ouais. maintenant. Oui, quand même. Beaucoup dans le gaming. Moi, je suis un ancien gamer qui game de temps en temps, mais j'aime beaucoup les Ok. jeux vidéo. Puis des fois, quand je vois des affaires, tu sais, dans le méta... Je pense vraiment que le metaverse... puis tu sais, les NFT, on s'entend, là, ça c'est un autre dossier, là, ça a plongé, mais je pense que justement, on a peut-être eu la phase 1 où il y a eu le hype phase. Parce que l'idée Ouais. des NFT, d'avoir de l'art virtuel, tout ça, j'aime l'idée, je trouve ça fucking nice. Puis je pense que dans 10 ans,
on va avoir ce phénomène-là. Tu sais, je pense juste qu'avec les photos de tigre puis Lyon, tout ça à 200 000, je pense que ça a été overhypé. Mais je pense que l'idée derrière ça est bonne. Fait que tout ce qui est metaverse, tout ça, je crois à ça sur le long terme. Fait que je regarde pour me positionner à travers certains tokens, certains coins dans cette sphère-là. Mais jamais plus, jamais avec ma liquidité personnelle. Fait que je trade Bitcoin, je prends un profit, je chunk là-dedans, je mets ça dans le ledger, puis je hold the bag. Puis après ça, ben, let's see, quand on repasse une bull run, voir si je peux pas aller cash in là-dessus. Ça, c'est mon plan. Puis j'ai peut-être un 10% de mon portefeuille qui est envers ces. Je vois ça, en bon français, c'est du fuck you money. Là. Ouais, c'est ça. Écoute, souvent dans des projets comme ça, c'est important. Il faut comprendre que 90% de ces projets-là vont être comme du gambling, là, fait que c'est pas du trading. Non. Souvent, les gens qui commencent dans les marchés, ils vont peut-être un peu confondre ce que c'est le trading par rapport à du gambling, mais le gambling, c'est vraiment quelque chose de différent que du trading. Quand tu trades, tu vas pas gambler absolument rien. Il va y avoir une stratégie qui va être prouvée, qui va te rendre profitable sur le court, moyen, long terme. Mais quand tu gambles, ben, c'est vraiment une chance sur deux de tout perdre. Fait qu'il faut que tu sois prêt à le perdre là, quand que tu fais ces investissements-là. Fait que toi, tu le fais de la bonne manière, là, je pense. Puis aussi avec les NFT, en 2021, il y a eu un immense boom de ça. Je sais pas si tu avais investi un peu là-dedans. Tu dis que tu aimais ça, fait Zéro, que zéro, j'ai non, passé même proche, pas. parce que j'ai vu des amis à moi se lancer. Puis moi, je suis le genre de gars que j'ai fait des erreurs dans le passé de vraiment m'éparpiller dans comme 12 projets en même temps, puis essayer de les faire fonctionner toutes. Puis à un moment donné, je suis venu à l'idée de comme, encore une fois, même métaphore, t'aimes mieux être excellent dans un sport qu'être bon dans plein de sports. Fait que c'est là que j'ai fait, ok, garde, quand il est arrivé 2021, je commençais à bien réussir dans mon trading, tout ça. J'ai dit, OK, je commencerai pas à commencer à apprendre les NFT puis me lancer là-dedans puis tout ça. C'est déjà extrêmement compliqué d'être bon en trading puis de maîtriser une stratégie puis de les émotions externes puis tout ça. J'ai dit, OK, je vais vraiment comme vraiment être bon là-dedans. Puis après ça, au pire, dans un bear market, quand il y a moins de mouvement à trader ou quoi que ce soit, parce que 2021, c'était une très bonne année pour la crypto. J'ai dit là, j'irai regarder un peu de Ouais. fondamental d'NFT, j'irai me former, tout ça. Puis finalement, ben, honnêtement, j'ai perdu l'intérêt littéralement de me former là-dedans. Fait que Ça l'a j'ai pas. tombé avant que tu aies Ouais, de c'est ça. l'intérêt vraiment pour ça. Puis est-ce qu'en ce moment, ça pourrait être intéressant? Écoute, c'est comme la crypto, tout a tombé. Maintenant, je pense qu'il faut que tu choisisses tes batailles. Puis j'ai pas vraiment d'intérêt en ce moment. Ouais, non, écoute, ça fait du sens, là. Tu sais, t'es bon dans une stratégie ou dans un certain marché. Pourquoi aller trop t'éparpiller? Ça, c'est souvent aussi une erreur que même, je pense autant toi que moi, on a fait au début, là. Tu sais, moi, j'ai commencé beaucoup à trader le Forex. J'ai commencé dans les stocks, mais après ça, je me suis intéressé beaucoup au Forex. Puis la manière, je me rendais compte que j'avais quasiment une dizaine de paires que je regardais dans le Forex. Puis c'est un peu la même manière dans la crypto, là. Tu sais, ça va juste t'éparpiller trop. Puis tu vas pas nécessairement devenir profitable là, à 100% juste en faisant ça. Fait que t'es mieux de comme soit juste prendre une paire, soit juste prendre une crypto, puis devenir vraiment bon là-dedans. Puis après ça, ben, continuer à développer ta stratégie au lieu d'essayer d'aller chercher des opportunités partout, là. Absolument. Je pense que c'est ça qu'on apprend sur le long terme là, quand On on apprend la apprend à dure au trader début, dans là, les marchés. mais Ouais, c'est ça, on l'apprend avec une certaine difficulté au début, mais je pense que c'est la manière de faire. ben, je pense qu'il y a une phrase à un moment donné que j'avais adorée qui dit tu sais, j'écoute, il y a certaines personnes que j'écoute, mettons, online, puis il y a une phrase à un moment donné, c'est ça qui m'a vraiment marqué, c'est ne pas trader, c'est trader, tu sais. Parce que moi, tu sais, dans ma tête, quand tu commences à trader, C'est vrai. généralement, tu veux tout le temps trader. Tu comprends? Tu veux tout le temps être dans une position, tu veux rentrer, tu veux prendre tes profits, tu veux jamais manquer un petit pourcentage de downside, upside, peu importe. Puis, à un moment donné, c'est la raison pourquoi j'avais 42 paires de trading dans mes favoris de Binance, mettons, c'est que je C'est voyais que ça. Bitcoin il était plate puis il tradait sideways. Fait que là, au lieu de juste faire OK, il n'y a pas d'opportunité, on ferme tout ça, bon, on revient demain, ben là, je chassais mes trades, tu comprends? Puis là, j'allais chercher la paire qui avait monté de 20%, puis j'essayais de la shorter, puis là, je me faisais short squeeze dans le plafond, puis là, j'étais comme fuck, tu sais, puis après ça, over leverage, puis là, tu te rattrapes. Puis bref, j'ai toutes ces erreurs-là. Puis aujourd'hui, tu sais, ma mentalité, c'est plus comme un chasseur. C'est de même que je l'enseigne à mes élèves, j'ai tout le temps. Tu sais, un chasseur, si tu vas dans la forêt, puis t'es avec ton gun, puis tu cours, puis tu cries chevreuil, puis tu chasses ton chevreuil, tu cours après ton chevreuil. J'ai dit, le chevreuil, il viendra pas à tes pieds, puis tire-moi, là, il va s'en aller, tu sais. Fait C'est que ça. généralement, les gens qui chassent le trade, c'est le même phénomène. Ils finissent par pas rien chasser, tu sais, ils se font avoir. Puis le chasseur optimal dans sa stratégie, ben, il installe des pommes, il s'installe dans sa cache, puis il attend sa zone de support, il attend sa zone de résistance.
puis il peut juste piquer un petit somme, puis après ça, il se met des alertes, puis oh, ok, j'ai entendu le chevreuil ou je suis prêt, là, je m'installe, puis je snipe, tu sais. Ouais. Puis c'est un peu la métaphore que moi, je travaille beaucoup avec des histoires pour être capable de coacher. Puis moi, pour moi, ça a été l'histoire qui a été le plus représentative de pourquoi j'ai fail quand j'ai commencé en tant que trader. Puis pourquoi aujourd'hui je suis capable d'être profitable et de bien réussir là-dedans. Puis encore une fois, je suis pas le meilleur sur la planète. Il y en a des meilleurs que moi. Puis je suis du monde qui sont meilleurs que moi. Mais c'est des petits éléments comme ça qui m'ont aidé à arrêter de faire des niaiseries puis développer ma stratégie. Super. Ça, c'est un très bon conseil, je pense, pour surtout quand tu commences, tu as l'impression que tu vois une opportunité, tu vois des dizaines d'opportunités, tu as l'impression que tu as perdu de l'argent physiquement, là, alors que Ouais. il va tout le temps en avoir des opportunités partout. Il ne faut jamais que tu aies l'impression que tu as perdu de l'argent, mais c'est souvent 99% des gens qui vont commencer, ils vont avoir ce feeling-là parce que le trading, c'est tellement différent de qu'est-ce que tout on a essayé dans la vie ou de la manière qu'on a été éduqué, c'est différent de tout ça. Fait que souvent on a C'est un bon des point. instincts qui. C'est un bon point, Ouais, Tristan, parce que moi, tout, je me souviens j'avais, mettons, des positions que je regardais. Puis là, t'étais comme, ah, je le fais-tu, je le fais-tu pas. Puis là, après ça partait, puis ça allait du sens, qu'est-ce que t'avais dit, tu sais. Puis là, je c'est calculais ça. combien j'ai perdu à ne pas le prendre. Fait que j'étais comme, ah merde, j'ai perdu 500$, tu sais. Puis là, j'essayais de comme, trouver des manières Ouais. de me refaire sur le short side ou quoi que ce soit. Mais je pensais exactement comme ça, l'argent que j'ai perdu à ne pas trader, tu sais. Fait que, On a tout perdu, on a tout fait ça parce que on a été élevé avec ce framework-là de penser à travers pertes et gains en argent, là, tu sais. ouais. Mais, euh, mais c'est complètement le contraire. Bref, le trading, c'est un autre monde, puis il Mm. faut apprendre ce monde-là qui est différent de la manière qu'on a été enseigné, là, tu sais. Écoute, la dernière fois qu'on s'est vu, là, on a super ensemble, c'est super intéressant. On parlait aussi de différents projets d'endroits pour une deuxième résidence à l'extérieur du Canada. Puis je trouvais ça super intéressant parce que moi, en ce moment, je regarde beaucoup Dubaï. C'est vraiment l'endroit que je regarde beaucoup ce temps-ci, là. J'ai beaucoup d'amis qui vont là. Mais toi, tu m'avais parlé que tu aimais beaucoup les Bahamas. Je pense que tu as certains amis qui sont Ouais. allés là dernièrement. Je veux savoir qu'est-ce qui t'attirait le plus en ce moment là-bas comparativement à, genre au Mexique ou Dubaï. C'est une bonne question. Honnêtement, j'ai pas fait encore mon pouls à cette idée-là de. Je sais que je veux pas passer mes hivers ici. Ça, c'est coulé dans le béton. Je veux pas rester au Québec l'hiver, OK? Il C'est y a ça. des mois que j'aime pas. Style, en ce moment, comme là, je suis sur le bord de mettre la toile sur mon char, là. Puis là, ça me fait chier, Ouais. là. Comme, je suis comme, OK. C'est comme, tu sais, mettons, il y a des beaux mois, comme, mettons, je pense que janvier, c'est un beau mois, tu sais, quand il y a de la belle neige. Mais là, en ce moment, c'est comme, là, tu sais, novembre, décembre, quand il commence un peu à neiger, mais c'est pas trop sûr. Ou, mettons, mars-avril, quand c'est de la slush dehors, puis ça commence à fondre. Ouais. Ça me gosse. Tu comprends? Fait que j'essaie de sortir au moins comme 4 mois par année que je vais faire une place. Tu sais, le Mexique, je l'ai essayé à Playa del Carmen, je vais être honnête avec toi, puis on était là ensemble, on s'est vu justement. Ouais. C'est cool un mois. Après un mois, t'as fait le tour de la cinquième, puis c'est correct. Tu comprends? Comme j'avais fait le tour. Puis moi, j'ai vécu, tu sais, en ce moment, tu sais, comme je fais de la belle argent, ça va bien les affaires, puis tout ça. Puis je pense que j'ai besoin d'être dans un environnement où ce que je peux pas être confortable. Genre, je peux pas être le riche des pauvres, entre parenthèses, tu sais. Puis je pense qu'au Mexique, je me sentais comme ça. Au Mexique, tu vois pas de belles voitures, tu vois pas de grosses maisons. Bon, ça dépend où tu vas, là, dans les cartels, tout Ouais. ça, mais c'est une autre histoire. C'est Mais pas Miami, admettons, là, c'est pas Miami. Puis moi, ben, ouais. après 5 mois là-bas, j'étais comme, t'as pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, t'es confortable rapidement, y a rien qui te stretch, tu sais. Puis j'étais allé 2 mois à Miami l'année dernière, puis c'est drôle, hein, j'ai été 2 mois, la business a doublé quand je suis revenu de là. Pourquoi? Parce que, Colin, on se promenait en ponton sur le canal, puis on voyait des yachts à 35 millions. Fait que tu te sens rapidement comme une petite chiotte, tu sais, puis t'as envie de faire plus, puis tout ça. Puis, tu sais, tu te rends compte que, bon, ta petite R8, il y en a 42 là, qui passent en avant de toi toute la semaine, là. Fait que c'est comme ça que je cherche à me faire sentir, d'être le pauvre des riches, au lieu d'être le riche des pauvres. Puis j'ai besoin de ça. Tu comprends? Il y en a qui sont comme, ah non, moi j'ai besoin de ça. Puis je crois que Mexique m'amène pas ça. Je pense que Bahamas m'amène ça. Parce que Bahamas, c'est beaucoup de milliardaires qui habitent là-bas. Puis tout. Juste jouer au terrain de golf que je regardais, c'est 100 000$ le membership US. Fait que tu sais, il faut que tu aies du foin là, pour être là. Puis t'as pas Ouais. même une maison en bas d'1 million. Fait que tu sais, juste ça, c'est comme, ok, ça va me stretch à faire plus. La seule affaire avec le Bahamas que je pense, c'est que je crois que je vais m'emmerder. C'est une île. Moi, je suis un Ouais. gars qui aime ça sortir, j'aime ça aller voir les Canadiens. Je vais voir le Rocket de Laval juste à côté de chez nous à chaque semaine quand je peux. Tu sais, quand j'étais allé à Miami, j'allais voir le Heat à chaque semaine. Mais à Bahamas, c'est pas ça, tu comprends? Fait que je vais vraiment me pogner le bang. Fait que je pense que c'est plus un mois, 2 mois.
Après ça, il faut que je sorte de là. Fait quitte à faire peut-être 2-3 mois Floride, 2 mois Bahamas ou. Tu sais, j'essaie de me trouver un tax haven, ça c'est sûr. J'essaie de trouver un endroit comme la Bahamas que tu achètes une propriété, 700 000 US, peu importe comment ça marche, puis t'es pas sûr que tu payes plus d'impôts pour ta Ça, de la manière business. que ça marche au Bahamas, c'est par propriété que tu achètes, c'est ça? De ce que j'ai compris de, mettons, Max qui l'a fait, le setup, là, c'est 700 000 US. Tu donnes minimum 30% de down. Puis après ça, dans le fond, théoriquement, tu n'as plus besoin de ta business. Tu peux laisser ton personnel ici, mais ta business, tu peux l'amener là-bas puis payer d'impôts. Fait que ça, pour moi, ça serait un. Tu sais, pour beaucoup de monde qui font de l'argent, c'est magnifique. Après ça, moi, lui, Max, il a un catamaran, il est parqué sur le bord du canal, tout ça, il pogne son catamaran des Bahamas en Floride, 4 heures, il est rendu là-bas. Il y a Va vraiment l'amener un beau directement, setup. puis ouais. Ouais. Ça, c'est Mais nice. moi, Ouais. je suis comme catamaran. Max et Tu vas avoir Manuel. un Moi, j'ai de la misère à catamaran. poser un cadre, tu comprends-tu? Fait que moi, commencer à lever la voile, puis on s'en va, là, oublie ça, man, tu vas me voir dans les nouvelles pogné dans le plein milieu de la mer dans 3 semaines, là, tu sais. Fait que pour moi, je le vois moins, ce setup-là. Je sais pas encore ce que je vais faire. OK, c'est intéressant. Puis, Tim, je te pose la question, parce que Dubaï, je sais que c'est un endroit que toi, t'es allé une fois. Je suis jamais allé à Dubaï, c'est Tom T'es qui jamais allé à voudrait. Dubaï, OK, je suis sûr que t'es Ouais, allé. Moi, je suis jamais allé non plus. Moi, ce que j'ai entendu, je veux dire ce que j'ai entendu, parce que j'ai beaucoup d'amis qui y vont. C'est sûr que c'est plus loin que les îles, tu sais, ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une grande métropole, tu sais, fait qu'au niveau, ouais. comme tu dis, c'est au niveau des opportunités, au niveau des connexions que tu peux faire en ce moment, je pense que tous les gens de l'Europe, tu sais, il y a beaucoup de gens de l'Europe qui vont là pour avoir leur business là-bas. C'est un peu un tax haven, là. Ça a été 0% pendant longtemps. Maintenant, je pense que depuis cette année, c'est rendu en bas de 10%. OK. Mais aussi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est une ville qui a été bâtie il y a 40-50 ans, c'est une nouvelle ville. Puis la famille qui ont bâti ça, ils ont vraiment bâti ça avec la perspective de construire une ville avec le meilleur environnement possible pour faire grandir, pour faire croître des business. Ouais. Puis ça, tu sais, c'est contrairement, mettons, au Québec, là, on va se le dire, là, dès que tu commences à faire de l'argent, ou ils vont te taxer plus, ou ils vont trouver des lois, ils vont essayer de faire des lois pour te mettre des bâtons dans les roues, là. On va se le dire, alors que là-bas, c'est un peu complètement le contraire. Fait que moi, c'est un peu ça qui m'attire vers là, c'est de pouvoir bâtir une entreprise dans une métropole où est-ce qui favorise le plus la business, puis le fait de prospérer, là, tu sais. Ouais. Tu sais, j'imagine que de vivre dans un environnement comme ça, pour nous qui on a grandi au Québec, c'est complètement différent. Puis je pense que ça peut être super bénéfique. Mais c'est sûr que c'est plus loin, là, tu sais, fait que c'est plus loin que les îles, mais je pense que les deux ils ont un peu des côtés positifs, là. Moi, Euh, la seule affaire, Tristan, c'est je regarde beaucoup aussi le côté personnel. Tu comprends? Parce que business, tu sais, on est jeune, on veut thrive, on veut faire du cash, tu comprends? Sauf qu'à un moment ouais. donné, tu arrives à un âge où tu as accompli ce que tu avais. Pas qu'à un moment donné, on va arrêter de rêver ou quoi que ce soit, mais comme, tu sais, moi, là, je vais avoir des enfants éventuellement, je vais vouloir voyager, je vais vouloir comme plus déléguer certaines affaires. Tu vas être moins business, tu vas être plus comme family. On va arriver à ce moment-là, tu sais. Euh, Moi, Dubaï, c'est la seule affaire, c'est que c'est un quick shot. Tu sais, c'est quelque chose que tu vas là, tu sauves un peu de taxes, un peu d'impôts pendant une couple d'années. Puis c'est pas une place que j'aimerais rester parce que c'est une autre culture. Puis je me vois mal élever mes enfants là. Tu sais, aussi, l'autre chose, c'est que mes parents, ils vont-tu venir me voir à Dubaï? Tu comprends? Comme, tu sais, c'est loin. Tu t'en vas au Bahamas ou tu t'en vas, mettons, en Floride, c'est un vol de 3 heures, pif paf, les parents viennent te voir, ta famille, tes amis viennent te voir. Le monde sont tout le temps en Floride, Bahamas, c'est rapide. Dubaï, man, c'est 20-30 heures, tu sais, je veux dire. C'est ça, 20 heures d'avion, on a fait de même? C'est 15 heures. Mais c'est vrai que c'est 15 plus heures. loin, là. C'est plus Fait loin. que, tu sais, Moi, je ferais mettons peut-être 15 6 mois, heures, 6 mois, mais je ferais pas 100% de mon année là, mais peut-être. c'est ça. C'est sûr que Fait je que, tu sais, moi, reviendrai à je sais. Montréal, là. Je reviendrai à C'est Montréal. ça, tu sais, je sais que mes amis, ils viendront pas me voir à Dubaï. Mes parents, ils ont de la misère Ah à ouais. venir me voir à Montréal. Prendre une fin de semaine de vacances, venir à Dubaï, ça se fait pas. C'est vrai, tes Fait que, tu parents sais, sont encore en Beauce, hein, c'est ça? ouais, c'est ça. Mes parents viennent de la Ok. Beauce, puis tu sais, c'est pas des grands voyageurs. Tu sais, si j'habitais en Ouais. Floride, ils viendraient une fois par année, mais 2 fois par année peut-être, un week-end, ça se fait, tu sais, in and out. Mais de là à faire Dubaï, ils le feraient pas, je sais, tu sais, c'est comme, c'est vraiment pas, là, tu sais. Fait que ça, c'est une affaire où ce que ça me gosse, tu comprends? Puis encore une fois, j'aime, tu sais, j'ai été au Mexique pendant 5 mois, puis il y a des moments que j'étais avec des amis, puis il y a d'autres moments que j'étais tout seul, puis comme, c'est correct, des fois j'aime ça être seul, mais comme en Floride, je sais que je vais tout le temps avoir du monde. Tu comprends? Comme je sais que j'ai des amis qui sont là, j'ai Tom, Julien Bournival qui sont là, tu sais, une couple de boys que mettons qu'on a envie de se faire un barbecue le vendredi, il y a une clique de boys, on peut se rassembler, tout ça. À Dubaï, je vais être obligé de me refaire des. Pas que j'ai peur de me refaire des nouveaux amis, mais comme
j'ai des amis qui sont là en Floride, puis je me dis, tu sais, Floride, c'est pas un tax haven, mais comme, t'as aussi le bon côté de Dubaï. Tu sais, moi, pour moi, qu'est-ce que je regarde, c'est l'environnement. Est-ce que si ça repète, qu'est-ce qu'on sait qui pourrait péter? Floride, c'est une belle destination, mais c'est sûr que, regarde, ça a montré la première fois que le monde sont prêts à se battre. Fait que pour moi, Ouais. oui. Après ça, le côté taxe, est-ce que pour moi, de payer un peu de taxe, VS, pas en payer du tout, qu'est-ce que je value? C'est plus le style de vie over l'argent. Fait que Floride. Après ça, j'aime beaucoup le fait que tu t'en vas en Floride, t'as tout. Tu comprends? Comme, tu peux aller voir une game de foot, les Dolphins, tu peux aller voir une game de basket, le Heat, les Panthers de la Floride. T'as tout pour moi. Comme, je l'ai vécu 2 mois, c'est wow, partout ce que tu vas. T'as du beau monde, le monde sont sharp. Fait que tu sais, il y a plein de belles choses à Dubaï. Je l'ai pas vécu, fait que si je parle au travers de mon chapeau, un peu comme j'aimerais peut-être aller visiter. Mais vite de même, de vraiment set up ma vie avec enfants et tout ça, la Floride, ça c'est sûr. Je pense que ce serait un. Ouais, je pense que Ouais. la Écoute, Floride. je te comprends là-dessus. Là. Je suis encore beaucoup all-in sur la Floride. Là. J'ai passé les 2 derniers hivers là, puis Miami, puis ça, c'est une de mes villes préférées. Là encore là, tu sais, Dubaï, je fais juste comme, tu sais, je pense un Ouais, peu à voix haute avec les échos que j'ai eus parce que j'ai peut-être un peu plus d'amis qui y vont là que toi. Tu sais, je pense ouais. que tes amis ils vont plus en Floride, mais la Floride reste dans mon Il cœur. faut Là. l'essayer, hein. C'est Exact, comme, tu il faut, sais. c'est juste, exactement, il faut juste l'essayer. Ouais, Mais probablement qu'on va se voir en Floride cette année, là, ça c'est sûr. ouais. Mais tu sais, juste si on parle sur un terme de time frame, faire un move de même un peu plus pour ta business, tu penserais que faire ça dans combien de temps, genre 2024, 2025? Ouais, bientôt, on en parlait. Ouais, Je n'ai parlé avec ma conjointe là, souvent. Là, fait que c'est sûr, c'est pas un. Tu sais, Floride, mettons que si c'était. Là, tout est revenu à la normale pendant combien de temps, who knows, tu sais, ouais, mais c'est sûr que nos plans, c'était de le faire comme probablement l'année prochaine. C'est sûr que si ça repète, tout ça, on va accélérer le processus, mais là, j'ai 29. Tu sais, on commence à parler enfant, tout ça, fait comme un an, gros top, faut avoir un pied ailleurs. ok, nice. C'est à peu Mais près j'aime ça le mon Québec, plan fait aussi, que, tu sais, ouais, je veux rester mes étés ici. Tu ouais, sais, le monde ouais, font comme Ah, j'aime pas le Québec, je veux partir. Moi, je veux pas partir parce que j'aime pas le Québec, je veux juste partir parce que j'aime pas le -30. Mais c'est pour ça. moi, mai à septembre, pour moi, comme je C'est le magnifique, passerais Montréal, l'été, là. magnifique, là, c'est incroyable. C'est Là. une des meilleures places au monde, je suis très d'accord Ouais, avec toi, là. Ouais. T'as le Grand Prix, t'as tous les événements qu'il y a à Montréal. Tout habite, tout est plus à Laval. Moi, je suis vraiment au centre-ville, puis ce que j'ai ouais, vécu les dernières années, c'est incroyable, là. Je vais tout le temps avoir Montréal dans mon cœur, là, ah ouais, pour absolument. ça. Ouais. Écoute, t'as commencé l'Université de la crypto, il y a environ un an, là, qui est une académie qui veulent, en fait, qui va aider les gens à commencer en crypto, vraiment là, à la base. Je pense que tu as eu un super bon succès là, dans la dernière année avec ça. Si je te pose la question, tu vois ça où en 2024? Ce serait quoi tes projets pour la deuxième année avec ça? C'est une bonne question. Tu sais, ça a été lancé d'une idée avec un ancien associé que, tu sais, moi, j'étais bon en vente, j'étais bon en marketing, tout ça. Ouais, Fait que lui, ils ont devrait lancer de quoi en crypto. On est bon là-dedans. Puis il n'y a personne qui a osé le faire vraiment, de bâtir un vrai cours de crypto, tu sais. Puis nous autres, on se. Tu sais, je me vois pas comme l'expert trading qui fait 100 millions par année. Puis je suis pas un gars qui a tradé des hedge funds, puis tout ça. Je me vois juste comme le gars qui a eu des belles expériences, de perdre de l'argent en crypto, de faire de l'argent en crypto, de développer une bonne stratégie. Est-ce que je pourrais que vivre du trading? Oui. Pourquoi je vends des cours? Parce que c'est payant. Simplement, les gens le demandent parce que c'est payant, parce que honnêtement, je fais plus d'argent avec la vente de cours qu'avec le trading pour les gens qui se demandent, mais je fais quand même de l'argent avec le trading, puis je me sens très bien d'aider les nouveaux. Ma clientèle cible, c'est les débutants et les intermédiaires. Fait que des débutants, genre, qui ont aucune idée par où commencer, ouvrir un wallet, qui se sont fait avoir 2, 3 fois, que là, ils veulent vraiment bien démarrer avec des bonnes bases. Puis après ça, les gens qui commencent à trader, qui sont pas trop profitables, qui n'ont pas de stratégie, puis que ça leur prend ça leur prend un plan, ça c'est ouais, ma clientèle cible. Quelqu'un qui trade depuis, mettons, comme toi, là, des années, comme je suis pas le mentor cible, mettons, que tu vas aller chercher. Par contre, débutant intermédiaire, ces gens-là, mettons, je suis convaincu qu'on a la meilleure académie vraiment dans le marché francophone pour les gens qui veulent se développer une stratégie de trading en swing, puis en crypto, comme A1. Avec tout ce qu'on a bâti, c'est complètement débile, puis on est rendu comme. On approche le 500 étudiants en un an. Fait que ça, c'est magnifique. Puis, on a une formation de démarrage gratuite aussi, qu'on a 6000 membres qui ont passé au travers. Fait que ça, c'est complètement débile. quand même, hein? L'objectif cette année, c'est de
sais, plus qu'on fait d'argent, plus qu'on augmente la qualité du cours. Fait que dans le fond, au départ, j'étais tout seul, je faisais tout. Je faisais les ventes, je faisais les opérations, je faisais les calls de vente, les calls de coaching de clients, tout ça. On est rendu avec un coach c'est technique. Fait qu'on est rendu avec un coach, mettons, il y a un client qui a un problème d'ouverture de plateforme, de ShakePay qui est buggé, transfert de fonds. Notre coach jump sur un appel puis il aide le client. Fait qu'on a un gars sur technique. On a un gars qui fait du scalping puis du day trading depuis 6 ans, qui va donner vraiment sa perception plus day trading. Moi, je suis plus swing. Fait qu'on on vient vraiment bien se complémenter là-dedans. Puis on a un coach qui est vraiment moi j'appelle l'accountability coach. Fait qu'un peu, qui fait Jimmy. Jimmy, c'est un peu comme le coach au gym qui te fait chier, mais que tu es content d'avoir eu quand tu as des abdos 6 mois après. Fait qu'on a un coach qui, à chaque 2 semaines, écrit au client à voir t'es rendu où. On a comme un genre de roadmap, un genre de plan de match de formation, puis les gens doivent suivre ce plan-là. Fait qu'à chaque 2 semaines, Jimmy écrit au client pour voir s'ils sont rendus aux bonnes places, puis tout ça, puis si ça avance, parce que les gens souvent ont tendance à procrastiner. Ils achètent des cours, puis ils les font pas. Fait que nous autres, on a comme un coach qui garde le monde vraiment accountable. Fait que bref, tous ces éléments-là, on les a amenés parce qu'on fait plus de profit et on a grossi la business. Fait que mon plan cette année, c'est sûr, c'est d'optimiser la qualité de la formation pour augmenter le taux de succès des élèves parce que, évidemment, on a des élèves qui ont du succès, mais tu le sais, dans le trading, pas tout le monde qui est successful. Fait que je pense qu'on peut, sans avoir 100% des élèves qui font plein de cash, on peut augmenter ça puis optimiser tout ça. Puis on veut avoir environ 1000, je te dirais entre 1000 à 1500 étudiants cette année qui adhèrent des nouveaux membres. Fait que ça, c'est notre plan. OK. Excellent. Ça, écoute, je pense que tu as déjà ce que tu as bâti dans la dernière année, c'est vraiment incroyable au niveau de la crypto, là. Je parle à beaucoup de gens qui sont impliqués dans la crypto, puis je pense qu'ils ont toutes des bonnes choses à dire de toi, puis à l'académie que tu as faite. Fait que félicitations pour ça. Écoute, je pense que il ne reste pas beaucoup de temps, mais si je te pose une dernière question, Bitcoin, prédiction pour la fin de l'année, ça s'en va où selon toi? 300 000! Non, pour vrai, je crois perso qu'on Tout le va monde être pense à ça. déçus. OK. J'ai justement fait un genre un genre de poll dans mon groupe cette semaine. Puis j'ai marqué 3 probabilités parce que le trading, c'est une game de probabilités. Mais je vais te dire un chiffre parce que c'est ça que tu vas entendre. Mais il y a 3 probabilités en ce moment que je vois sur Bitcoin. OK? Je vais te les dire les trois. Puis je vais te dire après ça laquelle que je pense qui est le plus probable. Euh, Option 1, Bitcoin, on est toujours sur un uptrend sur le weekly, right? On l'a pas brisé tant que ça casse pas 24/7. Bitcoin trade entre 24/7 puis 27 pendant une couple de semaines, une couple de mois, puis éventuellement breakout, puis pète le 37-40 000. Ça, c'est option 1. Je crois que c'est moins probable, mais it's in the card. On est toujours sur un uptrend. Fait que ça, c'est l'option 1. On range, on brise pas le trend, puis on reste en haut de 24/7. Option 2, Bitcoin qui casse le trend. On pète à 22, on vient retest à 25, puis on vient faire comme dans tous les cycles vient faire un genre de double bottom. Fait que là, on a eu le premier Ouais. bottom à 15 000, on vient faire un higher low, double bottom autour de 17-18. Puis après ça, on consolide un petit peu, puis on repart à la hausse dans 1 an, 2 ans, puis on repart sur une bull run éventuelle. Fait que option 2. Option 3, on invalide tout ça. Bon, quand je t'ai dit tantôt, le break the cycle, tout ça, on brise 15 000, puis on s'en va autour de 14, 12, 10 dans ces ranges-là, puis briser le lot que personne pense qu'on peut briser à cause du four-year cycle hiving thing. C'est ça. Fait que moi, je pense que scénario 1, on va regarder cette vidéo-là dans 6 mois, on va rire, mais scénario 1 de ranger présentement, peu probable. Honnêtement, je pense qu'on est dû pour aller rechercher un peu de liquidité plus bas. Euh, je pense que scénario 2 et 3 sont plus probables. Je vais opter pour le 2, honnêtement, parce que en même temps, je vois pas Bitcoin. Je vois pas l'opportunité de donner la chance aux retail traders d'acheter du Bitcoin à 8000. Tu comprends? J'ai de la misère à croire qu'on va revoir ces chiffres-là. Tant mieux si ça arrive, là, je vais être le gars le plus heureux sur la planète, mais je crois qu'on va peut-être voir un genre de double bottom autour de 18-19 000. Puis apeurer le marché au point où que les gens pensent que ça va aller plus bas. Puis après ça, on range un petit peu, puis on repart éventuellement d'une bull run. Puis la prochaine bull run, pour tous ceux qui pensent, je crois pas que ça va être une bull run où, comme on l'a dit, au halving, on fait un nouveau high. Je crois pas que ça va être un nouveau high cette fois-ci, parce que Bitcoin de cycle en cycle, il perd de la volatilité. Je pense que peut-être on peut aller rechercher 50 000, 48 000, tout ça. Mais je pense qu'on va ranger dans le range où on est présentement pendant une couple d'années, puis peut-être faire un nouveau high dans 7-8 ans, tu sais. Fait que je pense Ouais. que ça va ressembler à ça un petit peu le setup de 17-18, on pète jusqu'à 48 dans 2-3 ans, mettons, puis après ça, on redescend un petit peu, puis 10 ans plus tard, on peut péter le high. Fait que fin de l'année, on est en octobre, je vais te dire 20 000, en 18 et 20 000.
Excellent. Écoute, on se laisse là-dessus. On Ouais, essaie de peut-être refaire ça ouais, d'ici la fin de l'année. C'est super intéressant. Merci, Alex. pas tout. Puis, écoute, bon succès dans ce que tu fais. Continue de même. Puis, on se parle d'ici la fin de l'année. Yes, sir. Merci, toi aussi, man.